Donc, je commence ma présentation et je dois éclaircir deux points. D'abord, le sujet de ma présentation. En fait, j'ai changé le titre annoncé qui était beaucoup plus spécifique pour un titre beaucoup plus large parce que, en fait, on a toujours l'impression que les changements vont vite, mais ils vont pas assez vite que ce qu'on souhaiterait qu'ils soient. Et finalement, pour aller dans le détail que j'aurais souhaité travailler avec vous, je dois attendre la conférence des BRICS qui sera en octobre. Donc ce travail, c'est avant tout un travail pour planter le décor et c'est un travail aussi qui m'a été demandé dans le cadre d'un programme de construction d'une plateforme avec mon collègue Édouard Husson et une de ses collègues, Ulrich Ressner. Donc, c'est un travail qui doit être diffusé aussi en France dans un public assez large, hein, en particulier d'entrepreneurs. Le deuxième point que je voudrais éclaircir, c'est que je crois que sur mon identification, il y a écrit Sochi. Alors, Université de Sochi, oui, j'ai été professeur associé pendant un temps. Ce n'est plus le cas, mais j'ai fait dans l'année aussi des conférences à Sochi quand même. Mais peut-être un jour, c'est peut-être une anticipation rationnelle, j'y crois toujours. Voilà, donc tout ceci étant éclairci, je voudrais aussi souligner que ce thème lié à des multiples systèmes de paiement, c'est un thème qui est en France, euh, il commence à percer. C'est-à-dire que même un journaliste économiste comme Tom Benoît, qui est un jeune garçon de 29 ans qui a un charisme assez intéressant sur les réseaux et auprès d'un public assez jeune, a déjà commencé à parler de ces divers systèmes de paiement qui, euh, qui apparaissent dans le monde, en Chine, en Russie, parallèle au système SWIFT que l'on connaît jusqu'à présent. Donc, ce sujet est un sujet d'actualité et je crois qu'aussi c'est un sujet d'actualité historique, comme nous l'a montré Maxime Isoulé dans sa présentation, puisque quand il y a des transitions dans l'ordre financier pour répondre à des changements économiques, on doit étudier l'histoire pour comprendre mieux ces dynamiques de changement. Donc, comme entrée en matière pour ce travail, je vais opposer finalement deux visions du monde qui cohabitent à l'heure actuelle. Une vision je dirais qu'elle se berce d'illusions et qui met en avant les derniers espoirs, euh, et, euh, et une vision qui est, on passe dans un nouveau monde, et je l'ai appelé transition 2.0. Alors, je reviens sur la partie inertielle de cette dichotomie. En fait, elle est illustrée aussi par un sentiment de vieillesse, de quelque chose qui perdure, une hégémonie qu'on veut faire perdurer, avec des figures qui me semblent symptomatiques d'un monde ancien, je dirais même en décrépitude. Vous voyez, si vous voyez Schwab ou Biden, ça ne fait pas très dynamique pour le monde nouveau. En même temps, on voit bien que des systèmes qui dénoncent les corruptions partout apparaissent, que ce soit dans les systèmes financiers, que ce soit dans l'ordre économique. Voilà. Donc, d'une certaine manière, euh, l'idée de transition, elle apparaît dans notre raisonnement comme elle était apparue dans les années 90, comme en fait un propos judicieux et approprié à la situation. Donc là, nous sommes dans une transition qui est une transition non plus à l'Est, mais une transition à l'Ouest. Et on va essayer de se souvenir des réactions qu'on a pu avoir dans ces temps qu'on a connus de la première transition. Bien évidemment, la première chose auquel on est confronté, c'est l'aveuglement. Cet aveuglement qui nous présente un monde comme si rien ne changeait. Donc nous, dans le cadre de ce séminaire, on sait que le monde peut changer et on l'a vu à travers
nos plus de 30 années de coopération. Alors, cette transition 2.0, c'est un ensemble de réalités. Et d'un point de vue de l'économie, euh, on peut vraiment parler d'un sujet qui était presque un gros mot pendant de nombreuses années. On peut parler de la dynamique économique. Pendant de nombreuses années, on nous a fait croire qu'un modèle avait gagné la guerre froide, qu'il y avait un équilibre sur l'ensemble des marchés et que la finance gérait cet équilibre. Et avec un acteur majeur, une monnaie qui était le dollar. Si on regarde maintenant les flux d'échange et les flux d'échange monétaires, à la fois le commerce, à la fois les biens réels et à la fois les échanges monétaires, on se rend quand même compte que le dollar occupe toujours une place prépondérante. Mais ce qui est intéressant, c'est la dynamique de cette transition. Et on peut se rendre compte que depuis l'année 2022 et tout ce qui s'est passé, la Chine a réduit d'un tiers ses réserves de dollars, le dollar dans ses réserves. Alors, cette indication nous tire une sonnette sur quel est le déclencheur, quel est l'accélérateur de ce phénomène. Et là, vous comprendrez bien que je vais mettre en avant la guerre économique de l'Occident contre la Russie. C'est plus qu'une opération spéciale, c'est une guerre économique qui a commencé depuis plusieurs années et à laquelle nous avons assisté depuis longtemps. En effet, le thème de l'inefficacité des sanctions occidentales contre la Russie, c'est un thème qui est très populaire dans notre séminaire. Je crois qu'on a commencé à faire des exposés dessus dès 2015 et de plusieurs conférences aussi. J'ai eu l'occasion avec Dima plusieurs fois à l'université de Rostov. Ce, euh, ce contexte est aussi marqué par un ensemble structuré, mis en avant de fausses informations qui traduisent tantôt des incompétences, tantôt des oublis théoriques d'économistes pourtant en vue, et des oublis aussi de l'histoire. Certains même, en particulier dans Challenge, une publication française il y a 2 ou 3 mois, mettaient en avant des possibles corruptions dans ce genre d'attitude. Une chose est sûre, c'est que là où John Perkins parlait d'économistes tueurs à gages, il me semble que ce terme peut aussi être approprié dans ce qui s'est passé comme fausse information sur l'économie de la Russie pour inciter l'Occident à mener cette guerre économique qui a abouti à une vraie guerre. Alors, c'est plus qu'une sous-estimation de situation économique, c'est vraiment une mise en forme d'une réalité telle que les acteurs occidentaux souhaitaient la montrer. Alors, tout ceci, bien évidemment, a un effet négatif sur l'ordre monétaire, parce que l'ordre monétaire n'aime ni l'incertitude, ni la surprise, ni bien sûr les crises. Donc, cette transition 2.0, c'est une transition vers un monde multipolaire et surtout un nouvel aménagement du territoire. Un monde multipolaire avec une fragmentation des flux de capitaux sur l'ensemble de la planète. Et c'est cette nouvelle géographie du territoire des échanges, des flux monétaires est porteur à la fois d'opportunités, mais aussi de meilleure valorisation d'opportunités. Et là, je prendrai l'exemple de l'Afrique et de l'Asie. On voit émerger euh, des, euh, des pôles qui peuvent être des pôles de croissance et de rentabilité en Afrique qui n'étaient pas imaginés jusqu'à présent, de nouvelles coopérations. La Russie y joue un rôle très important aux côtés de la Chine et d'une façon peut-être un peu caricaturale, je dirais qu'il y a
une grande différence sur la perception de l'Afrique entre l'Occident et les pays de ce nouveau monde que Glaziev appelle souvent le Sud global. Euh, En France, l'Africain est considéré comme un gêneur qui vient prendre les allocations des pauvres Français. En Russie, l'Africain, c'est un monde d'opportunités, un monde de diplomatie, un monde de respect. Et là, je crois que se glisse dans cette différence perception toute une vision négative du monde futur par rapport à une vision positive du monde futur auquel il est important de préciser la portée. Alors, bien sûr, il y a des nouvelles routes, des nouvelles voies. Alors, pas que uniquement à l'initiative de la Russie, bien sûr. Récemment, on reparle d'un transit gazier en projet entre le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Et de nouvelles voies de coopération s'annoncent. Vous voyez, par exemple, au Forum de Saint-Pétersbourg, au dernier Forum de Doha, vous aviez une délégation des talibans tout à fait bien à sa place et pour mettre en œuvre cette nouvelle diplomatie. Alors, pour voir un peu aussi la portée de ces nouvelles routes, il me semble que ce graphique est très important parce qu'à la fois, il permet de débloquer toutes les contraintes d'ordre géopolitique qui fleurissent dans le contexte contemporain et en même temps réduit et change de direction la centralité du monde, ou moins de la centralité de l'Europe. Alors, euh, une transition 2.0, c'est aussi une transition vers la conception de ce qui était le primat du marché. Et là, est-ce qu'une question se pose, on n'a peut-être pas encore tous les éléments pour y répondre, mais au moins on peut la poser. Est-ce la fin du modèle du marché des années 90? Alors, on a ce que je viens de souligner, ces fragmentations des espaces qui naissent d'une nouvelle géographie, du commerce et des échanges. En discutant avec Édouard Husson, il mettait en avant un terme qui est important aussi dans tout ce qui a été les innovations financières dans les années 90 et qu'il m'a suggéré de réutiliser, c'est le terme de désintermédiation. En fait, on se rend compte que de plus en plus, les plateformes de trading traditionnelles, qui étaient le nœud de ces marchés qui fonctionnaient efficacement dans l'ordre occidental de la finance, ces plateformes semblent jouer de moins en moins de rôle. En tout cas, elles ne jouent pas le rôle habituel d'équilibrage et de pôle de développement des relations. Qu'est-ce qui est substitué? Ce sont des liens plus directs, des relations bilatérales. Ces relations bilatérales sont impulsées par deux phénomènes. D'abord, elles sont rendues plus faciles par la facilité d'Internet et des liaisons Internet. On a moins besoin de médiation quand la liaison peut être rapide. Et puis aussi le rôle de la diplomatie qui devient un acteur des marchés ou de ces nouveaux marchés. On voit aussi des avantages. C'est que euh, ces plateformes qui étaient aussi des nœuds de relations, mais des nœuds de spéculation, il intervenaient des tas d'acteurs qui, en fait, à part spéculer, ils n'avaient peut-être pas grand-chose à y faire. Bon, là, on a l'impression que le panorama s'éclaircit. Également, il y a peut-être aussi à travers ces ententes diplomatiques des relations de fidélité qui se tissent, qui sont plus des relations de long terme que de court terme, et qui vont peut-être limiter l'emprise de toutes ces captations de rente qui étaient en fait le prolongement d'une tradition néocoloniale. Je parle en particulier pour l'Afrique. Voilà, à terme, tout ceci va peut-être remettre en question ce modèle standard de l'économie des États-Unis et de l'Europe, ce modèle tiré par la gestion financière,
hyper financiarisé, je dirais même. Les firmes ne visaient plus le court terme, mais vraiment la proximité du profit à court terme. On avait aussi, en conséquence, des politiques d'austérité, des partages de la valeur ajoutée en faveur de l'actionnaire qui appauvrissait et mettait fin à la réalité des classes moyennes. Donc, va-t-on vers ce nouveau monde? En tout cas, moi, je pense qu'on peut en avoir un certain espoir. Et j'utiliserai ce terme maintenant de la fin de l'histoire, puisque pendant longtemps, euh, les Occidentaux, dans leurs travaux, leurs articles, leurs ouvrages, parlaient de cette fin de l'histoire, un modèle ayant gagné après la chute du mur de Berlin. Donc, bien sûr, je ne vais pas passer en revue les différentes facettes de la fin de l'histoire, mais je vais m'attacher à éclairer les armes financières pour mettre fin à cette fin de l'histoire. Alors, je signale juste qu'il y a euh, des remises en cause des attaques sociétales menées par l'Occident et, euh, et des éléments de crédibilité très importants. Mais je vais les laisser de côté. C'est-à-dire que quand pour l'Afrique, on met en avant la vision progressiste sociétale de la société occidentale, je pense que c'est une erreur majeure qui fait perdre toute crédibilité aux acteurs occidentaux en Afrique et qui facilite donc cette transition dans des pays comme le continent africain. Alors, je signale pour les armes financières, euh, le, elles ont été. Il y a eu un apprentissage vis-à-vis de ces armes financières et je crois que la Russie a été un des leaders sur cet apprentissage depuis 2014, hein, avec toute la série de sanctions qui n'ont à cette époque pas vraiment touché quand même l'ordre financier, mais qui ont sonné l'alerte. On en avait déjà parlé dans plusieurs présentations. Je vous avais dit que ça avait été un vecteur d'innovation financière important, cette prise de conscience du risque. Et il y a eu aussi des enseignements qui ont pu être tirés des observations menées sur les sanctions occidentales en Syrie, en Iran, au Venezuela, voire même à Cuba. Et je crois qu'il y a maintenant de disponible pour ces pays du Sud global un, un, tout un bagage d'observation et de réflexion scientifique qui permettent de se prémunir, de s'immuniser, à la fois au niveau des relations commerciales et de leur corollaire, le système de paiement. En effet, c'est bien au cœur de ce système de paiement que la confiance repose. Et donc, toute cette mise en forme de ces techniques d'immunisation, c'est pour assurer la confiance, pour maintenir la confiance, qui va être le socle majeur du système de paiement ou du fonctionnement des systèmes de paiement qui pourront se constituer. Et dans le cadre de la multipolarité, je crois qu'il faut surtout envisager une facette qui est penser les passages. Dans le titre plus complexe que j'avais donné dans un premier temps, euh, j'évoquais le thème de la complémentarité. En fait, les systèmes de paiement, pourquoi seraient-ils concurrentiels? Ils pourraient très bien être complémentaires. Et je crois que la sagesse voudrait, dans la construction des nouveaux systèmes de paiement, c'est de penser des liens, des coordinations efficaces entre ces systèmes de paiement. Ce thème, à mon sens, va devenir majeur dans la sphère eurasiatique, majeur dans les BRICS. Et cette idée euh, contre le cloisonnement du monde voulu par euh, les tenants de ce monde hégémonique qui est en train de disparaître, il faut mettre en avant justement ces passages, ces liens, ces complémentarités qui vont permettre de poursuivre les développements et d'éviter aussi les crises dans les espaces qui se trouvent fragilisés. Alors,
la théorie économique, la théorie institutionnaliste nous dit que d'un point de vue de ces systèmes de paiement, l'intérêt de ménager des passages intelligents et des connexions intelligentes, c'est pour éviter les pertes en capital, les coûts de transaction, parce qu'évidemment, là, il peut y avoir deux types de coûts de transaction sur les devises, mais aussi pour passer d'un système de paiement à un autre. Et je dirais que les gens qui sont habitués à fonctionner en Russie et qui viennent de l'Occident comme moi, on jongle un peu sur les systèmes de paiement déjà et beaucoup de gens commencent dans la pratique à mettre en pratique cette fonctionnalité. Alors, on a aussi des exemples qui ont pu être mis en place. Si vous vous rappelez, alors je pense que c'était un détail, mais bon, je l'ai évoqué, je crois, en 2018 dans une présentation. Il y avait eu une expérience qui avait été tentée avec la Kirghizie pour mettre en place une banque dédiée pour répondre pour des acteurs syriens, pour répondre à des passages entre le SWIFT et le non-SWIFT. Et il est assez intéressant de se rendre compte maintenant que la Kirghizie n'est pas le dernier pays en termes d'ouverture sur ces passages sur les systèmes de paiement. J'ose peut-être penser que cette expérience d'il y a quelques années avait allumé quelques chandelles auprès des autorités kirghizes. Alors que qu'est-ce qui apparaît malgré tout? Donc, ce souhait de complémentarité, vous l'avez compris, mais ce qui apparaît présentement, c'est quand même une dualité, presque une opposition entre deux conceptions de la finance, une conception de prédation financière de l'ordre réel. Et là, on a deux réponses duales. La réponse qui est donnée en Occident et la réponse qui est donnée dans ce nouveau monde multipolaire. Alors, je vais passer vite sur les problèmes de la réponse à l'affirmative dans ce monde de prédation financière. Il s'agit de projets de société pour prolonger la captation de la rente, pour maintenir des positions hégémoniques de marché. On a disserté largement sur les désindustrialisations, mais également, il ne faut pas cacher l'effet aussi sur la société. Le souhait d'uniformisation, comme dans les modèles économiques, les acteurs devant devenir des pions sur lesquels on peut jouer. Donc, on va leur proposer des jeux de cirque, on va les sexualiser à outrance. Et pendant ce temps, l'orientation économique, on va essayer de justifier la décroissance, euh, puisque la réindustrialisation, si on y regarde de près, elle est vraiment illusoire. Alors peut-être pas pour les États-Unis, mais en tout cas en Europe, pour ce qu'on peut regarder de près, on est quand même un peu inquiet. Donc, il y a plusieurs points de rationalité économique de cette décroissance. On parle le climat, bien sûr, à toutes les sauces, avec tous ses excès, alors même qu'il y a de vrais problèmes à aborder sur la politique du climat, comme on a pu le voir dans les exposés qui ont été présentés précédemment. Mais on en donne une vision caricaturale. On nous parle aussi de dépopulation comme étant un nouvel horizon. Et tout ça, c'est d'une certaine manière le retour à une sorte de nouvel ancien eugénisme et très nauséabond, je dirais. Bien évidemment, ce contexte ne fait rêver personne. Ça fait rêver ni l'Asie, ni l'Afrique. Donc, la portée disons, de la soft propagande occidentale, là, il y a un terme. Et le nom à la prédation financière, je crois que c'est le monde multipolaire qui fournit ces nouvelles options avec une croissance axée sur le développement, des relations apaisées, de l'exploration raisonnée de ressources, comme par exemple au Zimbabwe en Afrique où on vient de découvrir des possibilités de mines de lithium. Euh, tout devient possible et non contraint. Alors, je voudrais revenir un peu sur le rôle des banques occidentales dans ce genre de tourmente. Bien sûr, elles font face à l'inconnu.
elles font face à des pertes de compétitivité parce qu'elles manquent à la fois de compétences, de compréhension des enjeux et surtout elles sont victimes de toute une série d'intimidations. Bien sûr, les sanctions sont faites pour ça, mais la complexité de ces sanctions font que même quand il n'y a pas de sanctions sur certains segments, elles vont quand même être prudentes et donc ne rien faire. En plus, vous ajoutez l'exceptionnalité américain, la punition de la BNP il y a quelques années avec les montants énormes qu'elle a dû payer comme amende. Tout ça nourrit l'inertie et cette inertie s'accompagne de pertes de parts de marché dans ce monde multipolaire. En effet, on le répétera pas assez, l'opacité est certainement la première barrière aux relations financières. Alors, est-ce qu'on a des réactions des agents économiques dans ce panorama en Occident qui pourraient un peu essayer de revenir sur le devant de la scène pour contrarier ce oui à la prédation financière que les élites imposent? Il y a effectivement du souci à se faire quand on voit les idées qui sont mises en avant. On parle de titrisation de l'épargne en Europe. On sait que depuis 2015, il y a une directive européenne qui permet le sauvetage des banques en puisant dans l'épargne et dans les assurances-vie des particuliers. Ensuite, il y a aussi des lois de réquisition en France dans la loi de programmation militaire avec un flou artistique qui permet de se demander que finalement, tout pourrait être possible contre l'épargne des acteurs. Et la période du Covid nous a montré que ces décrets pourraient avoir force de loi, même si d'un point de vue juridique, ça n'aurait pas dû être le cas. On a une situation d'aveuglement au désastre du point de vue d'une partie de la jante économique et des acteurs économiques, mais aussi, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a tout ce volant de désinformation qui continue, de, de, euh, de mauvaises informations. J'ai du mal à imaginer que ce pauvre Bruno Le Maire, il continue à garder les mêmes experts qui lui racontent des bêtises à longueur de temps. Mais bon, comme Mrs. l'a souligné, la France doit être bientôt la première économie d'Europe. On va essayer de s'en persuader. Malheureusement, de moins en moins de personnes en sont persuadées. Donc, quels sont les refuges face à cette situation? Bien sûr, les épargnants pensent à l'or, les plus modernes aux cryptos, mais souvent apparaît alors des problèmes de traçabilité juridique en matière d'utilisation des monnaies crypto. Finalement, on revient à l'idée précédente, peut-être des transferts hors SWIFT. Des transferts hors SWIFT, c'est-à-dire pouvoir participer à ces nouveaux systèmes de paiement qui sont en gestation dans l'autre monde, celui qui dit oui celui qui dit non à la prédation financière. Alors, j'arrive maintenant à mes conclusions. Va-t-on vers un nouveau monde économique? Je pense que le séminaire et les acteurs du séminaire sont certainement parmi les premiers en première ligne pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est peut-être la remise en cause de cet ordre monétaire issu de Bretton Woods avec la suprématie du dollar, mais c'est aussi un monde d'incertitude. On doit comprendre les intimidations et les désarrois des acteurs qui sont autour de nous, en particulier en Occident. On doit essayer d'expliquer. Je pense que le sens de la plateforme que veut monter Édouard Husson, ça répond à des demandes d'explication parce que des acteurs veulent savoir comment continuer à, à anticiper sur le futur et à participer au développement du monde. Et donc, ils veulent connaître ce Sud global qui jusqu'à présent leur a été fermé pour la plupart. Alors, les intérêts croissants, c'est aussi des opportunités nouvelles à travers ces nouvelles solutions monétaires. Et là, faute de plus de développement, je vous donne rendez-vous à l'automne prochain
ou plutôt au séminaire de décembre ou de janvier, où on aura les conclusions de l'automne, enfin les premiers éléments de l'automne. Mais je dois vous dire une chose aussi à cette étape, c'est que parallèlement à ce grand sommet des BRICS de Kazan, aura lieu à Pékin un sommet de SWIFT, quasiment aux mêmes dates. Donc, ce monde occidental qui se disait pas du tout intéressé par ce qui se passe de l'autre côté, finalement, il veut être au cœur du jeu aussi. Et toute la plateforme de SWIFT a invité tous les banquiers centraux du monde pour discuter certainement à vif sur les décisions qui vont être prises chez les BRICS. Je vous remercie de votre attention et puis vous donne rendez-vous cet hiver, après l'automne. Hélène, merci pour cette présentation brillante, brillante comme toujours. Et je voulais dire aux nouveaux participants que bien que Hélène est très belle, très jeune, elle est tant des trois participants ici présents qui a pris part au premier séminaire franco-russe en 1991. Et donc, nous n'avons que trois participants. Pareil, c'est Jacques Sapir, donc Hélène Clément-Pittiot. Et, chers collègues, avez-vous des questions, des commentaires? Igor Frolov, je vous en prie. Merci Hélène. Vraiment, c'est une présentation très condensée. J'aimerais bien poser deux questions. La première question pour éclaircir ma compréhension. Est-ce que j'ai bien compris que quand vous dites que la fin de l'histoire, c'était Fukuyama, oui, je pense, qui en a écrit que la fin de l'histoire n'a pas eu lieu et que ce n'est pas par hasard. Et pourquoi? Donc, la question se pose pour l'interprétation. Il y a deux points de vue opposés sur l'économie de finance. En opinion, c'est la tradition néo-classique. On peut le voir chez Eras, qui écrit que l'économie doit rassembler des sciences physico-mathématiques. Donc, l'idéal, c'est une science qui n'a pas d'histoire, voilà, en principe, parce que là, les présupposés sont éternels. Il y a un sujet rationnel qui prend des décisions dans les conditions des ressources limitées. Il y a un espace où il agit, et donc ces présupposés sont logiques et ne changent pas. Il y a une deuxième position qui est apparue plus tard, et on la lie avec une autre école historique, comme Fernand Braudel, par exemple, qui dit que l'économie se transforme de façon très forte, et donc les lois de l'économie changent, et ce qui était vrai, ce qui était correct, ce qu'on voyait au XVe siècle, ce n'est pas du tout le cas au XIXe siècle ou bien sûr au XXIe siècle. Donc l'économie des finances a beaucoup changé. Quelle position est plus proche de vous? Et après, je vais poser la deuxième question. Alors, je crois que vous pouvez déjà répondre à la question de vous-même, parce que à partir du moment où je mets l'accent sur les mécanismes dynamiques, on est dans une dimension d'évolution historique. Et comme l'a bien montré Maxime Isoulé, les enseignements de l'histoire en matière de développement de la finance associée à l'économie réelle est un point majeur de l'intérêt à la fois du CEMI, mais aussi des participants du CEMI. Donc, toute notre carrière, d'une certaine manière, on a été confrontés à des tenants de l'équilibre de façon idéologique, mais comment dire, les mathématiques et la physique étant mises en avant, mais c'était aussi un aspect très primaire des mathématiques et de la physique. Précisément, il y a beaucoup de travail à faire pour avoir des mathématiques dynamiques dans l'économie, mais ce travail n'a pas pu être fait à cause de blocages, des censures auxquelles on a pu assister. C'est-à-dire que les tenants de l'approche d'équilibre
se satisfaisait très bien de petits modèles qui n'avaient pas de portée vraiment adéquate par rapport à l'objet de l'économie. Maintenant, notre discipline économique est dans l'enfance d'une certaine manière. Alors, je voudrais quand même, en tant qu'encore française, souligner que la dynamique économique, certes, Fernand Braudel l'a évoqué de façon magistrale, mais on peut chercher plus loin encore dans les économistes français des gens attachés à montrer cette dynamique. Et j'ai en particulier beaucoup de... euh, j'apprécie beaucoup les travaux de Quesnay, qui était le médecin de Louis XV, mais qui a fait des traités d'économie qui en fait sont parfois plus intelligents que beaucoup de manuels d'économie qui sont donnés à nos pauvres étudiants. Voilà. Donc, Braudel s'inscrit dans une tradition, mais qui est vraiment française, et même avant les économistes anglais du 18e. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, la deuxième question sur les finances. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que c'est irréversible les monnaies digitalisées, les finances digitalisées, et là, le système de paiement va être structuré complètement différemment. Beaucoup de gens disent, et y compris Oleg Gotvan, ils disent que les plateformes modernes où ce système se situe ne substitue complètement la fonction de monnaie conventionnelle. Par exemple, on ne comprend pas comment la fonction de capital va être réalisée. Et quand, par exemple, vous utilisez le terme de argent prédateur, est-ce que vous pensez que les monnaies, l'argent digitalisé vont être complètement substituées toutes les fonctions de monnaie conventionnelle ou ça va être différemment? Que pensez-vous? Alors, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet, mais je doute que les États perdent aussi facilement le contrôle de l'ordre monétaire. D'une certaine manière, ils vont chercher à utiliser la digitalisation pour résoudre des problèmes comme par exemple celui de la dette en Occident ou des choses comme ça, importantes. Mais je ne pense pas que va se substituer à leur emprise et aux banques centrales un ordre complètement digitalisé. Pour moi, il s'agit d'instruments, d'outils, et ces outils, les acteurs vont apprendre à s'en servir à leur profit. C'est le mécanisme des innovations dynamiques financières. C'est quand il y a des contraintes et qu'il faut se servir de nouveaux outils. Mais je vois difficilement les acteurs de la finance et des banques centrales se dessaisir d'une capacité de pouvoir que représente la monnaie. Merci beaucoup, Hélène. Professeur Volkonski, c'est à vous. Victor. J'ai pas une question, c'est plutôt un commentaire. Le sujet de la présentation d'Hélène, comme toujours, est ceux de l'actualité. Et je voudrais voir le lien de ce sujet. Bon, en fait, c'est un très grand sujet, cette relation, ce lien, mais je veux au
on vous donne des grandes lignes, c'est lié à la confrontation entre les civilisations. Donc, c'est le conflit entre les contradictions, confrontations entre la civilisation de l'Occident et les civilisations qui sont en train de créer, qui sont en train de former la nouvelle idéologie d'un monde multipolaire. Et comme Gladiev le dit, le monde d'économie, des économies différentes. Donc, il crée des nouvelles idéologies, des nouvelles associations comme BRICS. BRICS sont les leaders. Je pense que oui, la Chine et la Russie sont les plus importants, les plus grands. Et l'écart et la différence entre l'idéologie de l'Occident et l'idéologie du monde multipolaire, c'est que en Occident, depuis proto-Renaissance, il crée des idéologies basées sur libéralisme idéaliste. Et les civilisations alternatives, là, on voit l'approche basée sur l'État. Et c'est l'État qui est l'agent majeur, qui est le porteur des valeurs majeures. Et aujourd'hui, je pense que cela devient très évident dans cette confrontation qu'on observe, surtout depuis 2014, après que le monde unipolaire commençait à changer vers le monde multipolaire. Et ici, je voudrais attirer votre attention à une caractéristique importante qui lie la présentation d'Hélène, très importante et très intéressante, avec ce sujet global. Donc, prenons les banques centrales. Il y a beaucoup de banques centrales, plus qu'une centaine. Et la plupart d'eux, à l'exception de quelques-unes, toute cette banque centrale ne reportent pas à l'État, ne sont pas contrôlées par l'État. Et hier, on a vu comment les mécanismes de marché peuvent influencer l'économie et dans quelle mesure il nous manque cette régulation de la part de l'État. Et en partie, c'est à cause de cette manque de contrôle par rapport aux banques centrales. C'est tout de ma part. Merci Hélène. Hélène, est-ce que vous voudrez commenter sur cela? Professeur Volkonski, je crois que vos propos sont parfaitement importants à cette étape et ils éclairent un point, ce rôle de l'indépendance des banques centrales qui est finalement négatif. En fait, c'est quand même un construit. On a passé en Europe peut-être au moins 15 ans à poursuivre cet idéal d'indépendance des banques centrales et indépendance de l'État. Parce que si on regarde bien, les banques centrales, elles sont certes indépendantes des États, mais elles ne sont pas indépendantes de gros acteurs de la finance. Et en fait, c'est comme si les États ont perdu le contrôle et que ce sont des gros acteurs des gros acteurs internationaux qui ont repris le contrôle de ces banques centrales. Donc, la vraie indépendance pour moi des banques centrales n'existe pas. C'est juste
Bon, on va attendre 10-15 minutes pour que Hélène, excusez-nous pour quelques secondes, on ne vous entendait pas, mais on a bien reçu la première partie de votre réponse. Donc maintenant, je voudrais donner la parole à professeur Shirbanin et après professeur Afanassiev. Bonjour chers collègues. Je voudrais dire 2 mots concernant le sujet qui était présenté dans la présentation d'Hélène. Elle a parlé des approches et du monde multipolaire. Pendant les derniers 6 mois, j'ai visité l'Iran et l'Inde et j'ai vu le monde multipolaire de l'autre côté. Bon, beaucoup de chercheurs caractérisent le monde multipolaire à la base des articles et des études faites chez eux, mais en fait, en pratique, quand on a ces rencontres très intéressantes entre le sujet économique, les acteurs économiques, j'ai visité ces pays avec 2 délégations de spécialistes du transport. Donc, je voudrais dire que en fait, nos médias, par erreur, disent que grâce aux exportations en Inde, nous avons les sociétés russes ont accumulé beaucoup de monnaie locale, rupie, mais en fait, cela n'est pas vrai. Et quelqu'un a dit que nos entreprises ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des rupies, il n'y a rien à acheter à l'Inde. Mais en fait, non, c'est pas le cas. Les entreprises achètent des parties de société. Ils participent à l'activité de bourse en Inde et ils n'ont pas de doute s'il faut poursuivre les exportations à l'Inde ou pas. Non, ils ont trouvé des mécanismes qui sont tout à fait légaux. Mais avec l'Inde, en fait, oui, on a certains problèmes. Il y a des limitations sur les exportations et ils doivent, oui, procurer pour 1,5 million de population et c'est pourquoi ils ont des quotas pour les exportations et pour certains types d'exportations, oui, on peut avoir des problèmes. Mais il y a d'autres types de paiements, d'échanges qui surpassent SWIFT et on peut les utiliser avec Afghanistan. Il y a beaucoup d'argent, de monnaie en Afghanistan, mais je ne vais pas préciser d'où cet argent, ce monnaie vient, mais oui, beaucoup de pays en fait ont des échanges commerciaux avec l'Afghanistan le long de frontières. Il y a des camions qui viennent à la frontière et font le commerce. Pourquoi on voit ça? Parce que on observe tout ce qui a été mentionné dans la présentation d'Hélène, parce qu'il y avait des menaces de priver certains pays d'accès au SWIFT. Et c'est pourquoi elle cherche tous ces moyens de comment ils peuvent faire les échanges. Donc, on va voir en fait plus de situations très intéressantes comme cela. On ne peut pas passer les ordres à l'Inde parce qu'ils ont 1,5 milliard de population. Ils doivent en fait soutenir leur population. Et la même chose pour la Chine. Il essaye de trouver des possibilités. Des fois, c'est pas facile de trouver ces possibilités. En théorie, c'est plus simple, mais dans la pratique, on voit beaucoup de cas très différents. J'ai cité deux, juste pour illustrer et pour soutenir
les idées qui ont été proposées par Hélène. Donc, on va avoir plus de polycentrisme, plus de multipolarité, parce que comment est-ce qu'on peut parler d'unipolarité quand on a au moins deux pays avec 1,5 milliard de population? En Iran, en fait, quand j'ai visité ce pays, pour la population, cet embargo économique qui était imposé à l'Iran 43 ans avant, ça, c'est pas rien, mais les gens n'attirent autant d'attention à cela. Ils ont passé cela, ils continuent de travailler, ils continuent de vivre. Donc, on va arriver à la multipolarité. Merci. Merci, Hélène. Est-ce que vous voudrez commenter cela? La note d'espoir me va très bien. Merci, Igor. Yuri, pardon. Спасибо большое, Юрий. Merci, professeur Afanassiev. Merci. D'abord, je voudrais citer les chiffres. Exportation de Russie en Inde, premier quartier 2024, 15,5 milliards de dollars. Importation, 946 millions. Donc, la différence est 15 fois et c'est la réponse à la question est-ce qu'on n'a pas trop de roupies? Et maintenant à la présentation d'Hélène. Premièrement, je ne veux pas sauter avant Bruno Le Maire parce que c'était lui qui a dit que l'économie française va devenir la première économie d'Europe. C'est un très bon plan et on peut juste applaudir à ce plan. Et la remarque par rapport aux Taliban n'a pas encore été exclu de la liste des terroristes et d'organisations terroristes en Fédération de Russie parce que la décision a été prise par la Cour suprême, mais la décision n'a pas été éliminée de cette liste. Donc, le commentaire, c'est que cette décision peut être prise si le Conseil de sécurité de l'ONU exclut Taliban, élimine Taliban de leur liste. Donc ici, la théorie est à un écart avec la pratique. Et par rapport à l'Afrique, oui, là, je soutiens Hélène. Traditionnellement, on voit positivement la coopération avec l'Afrique et maintenant on voit l'augmentation de l'activité dans ce domaine et chaque 2 mois, 49 ambassadeurs des pays africains sont rassemblés par nos séminaires. On a des programmes pour la formation des étudiants qui viennent de l'Afrique et la France via l'Agence française de développement. En fait, envoie 40% de leurs moyens pour soutenir l'Afrique. J'ai la suivante question. Les banques chinoises ne travaillent pas avec des personnes physiques en Russie et il est difficile d'ouvrir un compte dans les banques de Chine pour ceux qui ne sont pas les résidents de la Chine. Et si on veut ouvrir un compte avec VTB en Chine, dans certaines situations, on doit attendre 6 mois. Comme l'argent sont un moyen de paiement universel, est-ce qu'on doit attendre à convergence ou à la divergence des systèmes de paiement? Que pensez-vous? Hélène, c'est à vous.
mon idée, c'est qu'il faut viser une complémentarité. Et je pense qu'il y a des voies de cette complémentarité qui sont déjà installées. Si je ne m'abuse, on peut avoir dans certaines banques sur le territoire de la Russie des cartes qui sont à la fois MIR et UnionPay. De ce fait, il y a formellement la possibilité de transférer d'un système à un autre. Vous avez aussi les banques qui sont eurasiatiques, en particulier l'Ouzbékistan. C'est un cas très pratique parce que j'ai même ma fille qui a ouvert un compte en Ouzbékistan parce qu'elle a l'occasion d'y travailler régulièrement. Et c'est aussi un moyen d'avoir des liens avec SWIFT et d'avoir des liens avec le système MIR. Et pourquoi pas aussi avec le système UnionPay. Donc, pour l'instant, ce sont des liens qui sont un petit peu compliqués, avec des risques de perte sur l'échange des devises, voire des coûts de transfert d'un système de paiement à un autre. Mais je pense que la solution qui va être proposée dans le cadre des BRICS, justement, permettra, avec une unité de compte reconnue, calculable, et des chambres de compensation qui peuvent être des plateformes Internet gérées par les autorités, enfin la Banque des BRICS. Je crois que ça va être un énorme progrès pour simplifier au niveau des citoyens ces échanges. Comme l'a dit le professeur Sherbanin, ils existent ces échanges, mais c'est un peu technique pour mettre en œuvre, quoi. C'est un peu compliqué, il y a un peu de la perte en ligne, donc des coûts de transaction. L'étape qui va être franchie à l'automne avec les BRICS, c'est pour lever, à mon avis, les difficultés et les contraintes. Et on sent bien que le système a besoin de cette nouvelle capacité financière. Et alors, j'ajouterais encore que le fait que les organisateurs du système SWIFT soient attentifs maintenant à ce qui se passe du côté des BRICS, ça veut dire aussi qu'ils ne vont pas avoir une stratégie d'opposition. Je pense que c'est la complémentarité qui va gagner au final. Voilà. Et qui sont en train d'y penser. Merci Hélène. Merci à tous les intervenants qui ont